Sommes-nous seuls dans l'univers? Ce film vous propose d'extraordinaires images que nombreux partisans considèrent comme des preuves très sérieuses des visites sur Terre d'une civilisation extraterrestre. La quasi-totalité de ces images est inédite à la télévision. Nous devons vous avertir, si les images et les témoignages qui suivent sont vrais, il s'agit peut-être de la plus importante découverte de notre époque. The Air Force itself has officially admitted that flying saucers exist. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. When I first got to look inside the craft, all I can say it's an ominous feeling. Right now there's physical proof, actual crafts and technology from another world. That's probably the most important event in history. Dans le programme qui suit, nous vous proposerons d'examiner les arguments et théories controversées laissant à penser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Si ces théories s'avèrent vérifiées, leurs implications sont stupéfiantes. Ces derniers temps, on a rapporté plus d'observations d'OVNI que jamais auparavant. Durant des siècles, ces engins sont demeurés un mystère jusqu'à maintenant. Les images que vous allez voir forment une saisissante narration qui éclaire la plus grande énigme de notre siècle. Sommes-nous vraiment seuls? Au cours de la décennie passée, plus de 15 millions de personnes auraient, semble-t-il, vu des engins extraterrestres. Le plus remarquable, c'est que la science contemporaine a ignoré des éléments qui, depuis des milliers d'années, sont observables. Récemment, à Mexico City, des millions de spectateurs ébahis virent des engins en vol stationnaire au-dessus de leur ville durant plusieurs heures. C'est l'observation d'OVNI la plus massive de l'histoire. Les officiels mexicains durent même tenir des conférences de presse demandant au public de rester calme. Le plus étonnant, c'est que ces apparitions continuent à se produire aujourd'hui même. Au cours d'un des entretiens peut-être les plus révélateurs de notre époque, le physicien nucléaire Bob Lazar parle en toute franchise de son travail top secret à l'établissement gouvernemental de recherche sur les soucoupes, plus connu sous le nom de Zone S4. En 1989, il fut engagé par les militaires pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise, et donc les extraterrestres devraient exister. Et puisqu'ils existent et que ces engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine et toute une civilisation quelque part. Et si cela est en effet vrai, et apparemment ça l'est, il doit y en avoir d'autres. Les cas de contact sont rares. C'est le type le plus rare d'observation d'OVNI. Dans ces affaires, un vaisseau ou plusieurs sont observés à répétition par un seul témoin durant une longue période de temps. Au cours des dernières années, un habitant de Miami nommé Audrey Haim se trouva au centre d'une affaire considérée comme le cas de contact le plus documenté de toute l'histoire. Au départ, les apparitions commencèrent à se produire à quelque distance de son domicile, mais peu de temps après, l'engin se mit à apparaître au-dessus de sa cour intérieure. Cet étonnant film vidéo présente un disque brillant d'environ 3 mètres de diamètre en vol stationnaire à quelques mètres de sa maison. En un clin d'œil, l'engin disparut. Lorsqu'on passe le film au ralenti, on peut voir clairement l'engin se dématérialiser image par image. L'affaire de contact de Audrey Haim se déroula sur plusieurs années, mais ne fut jamais signalée aux autorités par peur du ridicule ou des représailles. Parmi les plus nombreuses heures d'images réalisées, cette observation demeure l'une des plus spectaculaires. Cela commença le 20 octobre 1995 à 22h03 et dura plus de 50 minutes. La rencontre se termina quand Audrey Haim suivit l'engin à toute allure sur l'autoroute. Là, nous voyons l'engin quelques minutes après son apparition. Ce film extraordinaire n'a jamais été diffusé et nous vous le présentons pour la première fois. Nous pouvons clairement voir l'engin stationnant en silence au-dessus des maisons. On parle généralement de ces grands engins comme de vaisseaux éclaireurs et, dans certaines affaires, comme de vaisseaux mers. Leur réputation vient de leur dimension, que les témoins ont qualifiée d'immense et d'une douce lumière brillante émise lors des manœuvres de l'appareil. Après environ 38 minutes d'observation, l'engin, toujours en vol stationnaire, commença à s'éloigner de la maison.
Audrey suivit l'engin dans sa voiture et s'arrêta le long de l'autoroute pour le filmer en train de stationner près d'un immeuble d'habitation. Quelques minutes plus tard, l'engin vola directement au-dessus de l'aéroport international de Miami qu'il survola brièvement. Puis il se dirigea vers une zone résidentielle et accéléra jusqu'à être hors de vue. L'engin émergeait alors d'un champ boisé, il était stationnaire, mais peu de temps après, il se mit à accélérer de nouveau. Alors qu'il atteignait une allure supérieure à 80 km/h, il disparut à nouveau. Ce passage au ralenti montre clairement l'engin se déplaçant à grande vitesse le long de la côte. Aujourd'hui encore, Audrey Aim prétend continuer à assister à de telles apparitions. Lorsqu'ils entendent le mot ovni, la plupart des gens pensent à une soucoupe volante classique ou à un engin en forme de disque. Mais ce que vous êtes sur le point de voir, c'est une étonnante série d'objets volants non identifiés ne correspondant pas à la description typique d'un vaisseau extraterrestre. En raison de leur dimension, on pense que ces premiers engins sont dénués d'équipage. On en parle comme de sondes, car ils semblent surveiller attentivement nos activités. La sonde de forme cylindrique fut filmée en vidéo à la sortie de Las Vegas dans le Nevada, où elle stationna dans l'atmosphère durant plus de 4 heures. Le jour suivant, la sonde revint et elle fut filmée en vidéo alors qu'elle examinait les lignes électriques. Des témoins oculaires décrivirent cette sonde comme ayant son propre projecteur. Elle stationna au-dessus de la même zone résidentielle de Floride durant plus de 3 jours. Un objet similaire fut filmé en vidéo dans le ciel de la ville de Kobe, au Japon. Ce film spectaculaire fut pris à Londres. Après que le disque brillant eut stationné, il atterrit dans un parking et une sonde en sortit. Après la disparition du disque, on peut voir la sonde se diriger dans une autre direction. Ce film, jamais vu auparavant, montre une sonde explorant le littoral de la Floride. À l'évidence, nous pouvons remarquer qu'elle semble être l'objet d'un contrôle intelligent. Les deux parties de l'engin tournent sur elles-mêmes, tandis qu'il fait face au photographe. Et voici une autre apparition liée à l'eau. Cet engin de forme étrange descend lentement jusqu'à la surface de l'eau, y fait une légère pause, puis remonte lentement et s'en va. Voici un autre ovni en forme de sonde se déplaçant dans le ciel nocturne de la Floride. Ces images furent prises depuis la voiture du photographe alors qu'il tentait de rester en contact avec l'objet. Cette cassette vidéo montrant 2 ovnis similaires fit les gros titres du monde entier. Des témoins oculaires assistèrent médusés aux manœuvres acrobatiques de cet engin qui alla même jusqu'à esquiver un avion qui s'approchait. Des engins en forme de cigare furent pour la première fois observés en Allemagne en 1561. Depuis lors, ils sont fréquemment présents dans les rapports d'apparition d'ovnis. Cet engin en forme de cigare fut saisi sur pellicule alors qu'il stationnait au-dessus de Rhode Island en 1967. Un ovni similaire de forme allongée fut filmé en vidéo en 1980 dans le ciel de la ville de Hagen en Allemagne. Ces images d'un ovni en forme de cigare furent prises en Californie. Cet ovni fut photographié dans l'orbite de la Terre. Des foules s'assemblèrent à Krasnodar, en Russie, pour admirer cet ovni lumineux en forme de cigare. Ces images sidérantes furent par la suite diffusées sur la télévision soviétique et forment des preuves solides. Aucune autre émission dans toute l'histoire n'a réuni un tel ensemble d'images fascinantes. Nous ferons appel à l'analyse informatique, à l'amélioration optique et au témoignage des experts afin de mettre la vérité à jour. Mais tout d'abord, quand commencèrent ces apparitions? Les éléments en notre possession nous laissent à penser que l'humanité est visitée depuis l'aube des temps. Récemment, des chercheurs ont signalé un événement indéniable qui déclencha la plus grande vague d'observation de l'histoire, à savoir l'explosion de la bombe atomique. Inconsciemment, nous avons envoyé une invitation à l'univers, signalant que nous étions une civilisation évoluée. L'Air Force s'est livré à une analyse officielle des motivations d'éventuels visiteurs venant de l'espace. Voici une citation du rapport officiel. « Une telle civilisation a pu remarquer que sur Terre, nous avons désormais des bombes atomiques. Nous pouvons donc nous attendre maintenant plus que jamais à recevoir une telle visite. » Dès 1947, des engins extraterrestres commencèrent à répondre en masse à notre invitation permanente. Si des civilisations évoluées avaient voulu contrôler notre technologie nucléaire, le Nouveau-Mexique aurait été le bon endroit. En raison de son emplacement éloigné, le Nouveau-Mexique formait le site privilégié des recherches sur des essais atomiques des militaires. Des tests d'après-guerre sur les missiles
se produisirent à White Sands et Roswell abritait l'unique escadron du monde doté de bombes atomiques. À ce jour, la date la plus importante de toute l'histoire de Roswell est le 2 juillet 1947, lorsque Mac Brazel, un fermier qui vivait juste à la sortie de Roswell, fut alarmé ce soir-là par une grande explosion au dehors. Le lendemain, alors qu'il s'occupait d'une pompe à eau située dans une partie éloignée de son ranch, Mac fit une surprenante découverte. Des débris se trouvaient disséminés sur une zone d'une centaine de mètres de large et de 400 mètres de long. Bénéficiant d'une sécurité top secrète, les débris furent ramassés jusqu'au plus petit. Le commandant de la base avait déjà ordonné une conférence de presse pour annoncer qu'ils avaient retrouvé un disque volant. Comme la nouvelle se répandait dans le monde entier, les téléphones commencèrent à sonner dans la base. L'Air Force réalisa rapidement les implications de leur conférence de presse, décidée à la hâte, et raconta une fausse histoire. Lors d'une conférence de presse tenue le jour d'après, un réflecteur métallique fut présenté aux reporters comme preuve que l'incident n'était rien de plus qu'un ballon atmosphérique échoué. Des documents gouvernementaux top secrets récemment mis en circulation confirment l'accident de Roswell. Le rapport affirme que le 7 juillet 1947, une opération secrète venait de commencer visant à assurer la récupération de l'épave d'un engin extraterrestre à des fins de recherche scientifique. L'accident de Roswell prit les militaires au dépourvu. Par peur d'une panique générale du public, le gouvernement entama le plus grand travail d'occultation de l'histoire. Leur objectif était double. Primo, faire des recherches sur les visiteurs extraterrestres et leur engin, et secondo, détourner l'attention du public du sujet des ovnis. En réponse au crash de Roswell, le président d'alors, Harry Truman, créa une équipe spéciale d'enquêteurs composée de 12 personnages triés sur le volet, scientifiques et officiers de l'armée, devant prendre en main la situation. Connus sous l'appellation confidentielle de Majestic 12 ou MJ-12, les ordres de cette commission étaient de faire des recherches sur le phénomène OVNI tout en le soustrayant aux yeux du public. Récemment, des actions judiciaires de nature privée ainsi que le décret pour la liberté de l'information permirent la mise en circulation de nombreux documents top secrets émanant de cette sphère. Ces papiers décrivent également de manière claire diverses opérations de récupération de véhicules extraterrestres ainsi que diverses observations dues à des civils. Même des rencontres extraterrestres d'apparence insignifiante furent étudiées dans le détail et traitées comme des questions relevant de la sécurité nationale. Au terme de l'enquête préliminaire du MJ-12, le général Nathan Twining fit circuler une note top secrète relatant leur découverte. La note affirme que le phénomène est bien réel et n'a rien à voir avec des visions ou avec la fiction. Il y a des objets ayant à peu près la forme d'un disque qui semblent aussi volumineux que les avions créés par l'homme, bien que ces objets soient de forme circulaire ou elliptique, avec un fond plat, surmonté d'un dôme à l'extrémité supérieure et ne faisant pas de bruit. Dans ce rapport, le général décrit les engins extraterrestres comme étant susceptibles de manœuvres extrêmes et enclins à la fuite lorsqu'aperçus ou contactés par des avions. Au début des années 50, le public était pleinement conscient de la croissance du phénomène OVNI. Comme le nombre d'apparitions augmentait, le gouvernement se livra à plus de recherches. Les engins extraterrestres représentaient un avantage technologique. Et si le gouvernement voulait maintenir la sécurité nationale, il devait contrôler la situation. Mais le nombre d'apparitions rendit cette tâche impossible. Le public voulait une explication. Il y a un certain pourcentage de ces rapports qui ont été écrits par des observateurs fiables de choses relativement incroyables. C'est ce groupe d'observation qu'aujourd'hui nous tentons d'éclaircir. Ce furent des apparitions comme celle-ci, photographiées dans le Kentucky, qui rendirent la situation impossible à gérer. Les militaires n'avaient pas d'autre choix que de tenter de fournir une explication aux apparitions d'OVNI. Des photos comme celle-ci alimentaient l'intérêt du public. Il s'agit d'une série de clichés d'un engin en forme de disque survolant la côte de l'île de Trinidad. Ces images furent prises par un photographe officiel de la marine brésilienne qui se trouvait à bord du navire-école Almirante Saldanha. Après que les analyses officielles eurent démontré que l'engin faisait 36 mètres de diamètre, le président du Brésil présenta les photos lors d'une conférence de presse. Au début des années 50, un nombre record d'apparitions furent signalées. L'Air Force pouvait difficilement répondre à l'énorme quantité d'appels qu'elle recevait. Si le gouvernement voulait maintenir le secret, il devait collecter ses propres informations, des informations de première main.
Le premier projet de dépistage d'OVNI débuta en Alaska. L'Air Force installa des caméras sophistiquées et des engins de détection à bord d'avions de reconnaissance spécialisés afin d'accumuler les meilleures informations possibles sur les OVNI. Le projet fut confié au lieutenant-colonel Wendell Stevens. Je me souviens d'un rapport au sujet d'un objet aperçu derrière le bord de fuite de la grande aile. Et devant l'aile plus petite, dans cette position à découvert, et qui resta là 2 ou 3 minutes. Et de toutes ces images qui furent prises par des caméras de cinéma et d'autres portables, sans parler de celles prises par des appareils Fairchild de 8 sur 10. Toutes les données qui étaient enregistrées par ce dispositif spécial, les cartouches, les cassettes, rouleaux de pellicule, tout, après une mission concernant une observation, tout était retiré des boîtes et des installations, puis stocké dans une boîte en métal, reliée par une chaîne au poignet d'un officier, et s'envolait pour Washington la nuit même. Et cela se produisait à une fréquence de 3 ou 4 fois par mois, durant toute l'année et demie que j'ai passé à faire ce boulot en Alaska. En dépit des efforts soutenus des militaires pour distraire l'attention du public, le phénomène OVNI devait bientôt occuper le milieu de la scène. Les extraterrestres firent leur début sur la scène mondiale et le public fut soumis à ce qui semblait être une interminable vague de films sur les extraterrestres. Bien des gens se demandèrent pourquoi les ovnis ne s'étaient pas fait connaître en rasant la capitale du pays comme on le voyait dans les films. Et au mois de juillet 1952, c'est précisément ce qui se produisit. Et cela survint par 2 fois. Le New York Times signala des formations de disques brillants se livrant à des manœuvres au-dessus du Capitole, tandis qu'au sol, des témoins oculaires prenaient des photos. Des opérateurs radars estimèrent la vitesse maximum des ovnis à 11 200 km/h. Une semaine plus tard, les disques revinrent. L'Air Force déclara que ce que les gens avaient vu résultait d'une inversion de température. Les images nous racontent une histoire différente. Une réunion spéciale eut lieu au Pentagone pour gérer la situation. Le résultat fut un nouveau programme audacieux. Désormais, le protocole militaire se centrait sur l'éducation et la démystification et sur la négation scientifique du phénomène en pleine croissance. Ils pensaient que le fait de discréditer les apparitions ferait baisser l'intérêt du public, et là commencèrent les mensonges. Les forces armées reçurent l'ordre de rassembler et d'évaluer les rapports OVNI et de ne lâcher au public que des explications douteuses. Mais des apparitions telles que celles photographiées par George Adamski contrarièrent les efforts militaires et il fallait donner des réponses au public. Cette expression soucoupe volante est un terme fourre-tout pour toutes les lumières inhabituelles se promenant dans le ciel. Il est possible que certaines de ces lumières soient issues des particules de l'atmosphère chargées d'électricité. Or, une note top secret de l'Air Force en date de janvier 1953 raconte une histoire différente. Elle dit « Si les manœuvres apparemment contrôlées signalées par de nombreux observateurs compétents sont exactes, alors la seule explication qui reste est d'ordre interplanétaire. » Le projet Blue Book était une nouvelle tentative visant à étancher la curiosité du public. Il devait ne s'occuper que des affaires les mieux documentées. Pour finir, le projet Blue Book devint connu comme la campagne de désinformation sur les ovnis la plus réussie de toutes celles entreprises par l'Air Force. L'objectif du projet Blue Book consistait à enquêter sur les rapports civils d'observation ovni et tenter de fournir une explication scientifique à ces événements. Le lieutenant-colonel Lawrence Tucker fut autrefois le principal porte-parole de l'Air Force sur ce sujet. Et le commandant Hector Quintanilla est aujourd'hui le directeur du projet Blue Book. Commandant Quintanilla, quels sont les objectifs du projet Blue Book? Le but du programme est double. En tout premier lieu, il s'agit de tenter de savoir si le phénomène OVNI représente une menace pour la sécurité des États-Unis. En second lieu, il s'agit de découvrir si le phénomène OVNI manifeste des avancées technologiques qui pourraient être utiles pour la recherche et le développement. Rien à cacher. Non, rien du tout. Bien que des membres du Congrès aient contesté le programme, il ne fut fourni aucune conclusion officielle. Le projet Blue Book continua ses recherches, continua à expliquer que des apparitions de ce genre étaient des goélands ou des gaz marécageux. De nombreuses personnes n'étaient pas satisfaites par de telles explications. L'Air Force elle-même a officiellement admis l'existence des soucoupes volantes. Cette déclaration figure dans le projet affaires soucoupe numéro 75.
Le projet Blue Book fut brutalement clos en 1969. Sur les 10 000 affaires officiellement examinées, seules quelques-unes restaient un mystère. L'apogée de la guerre froide donnait naissance à la course à l'espace. L'Amérique se retrouva soudainement en violente compétition avec la Russie. C'était à qui enverrait le premier homme sur la Lune. L'attention de l'Amérique se concentra sur la NASA. L'exploration de l'espace devenait la priorité numéro 1 de la nation. Mais comme la NASA s'en aperçut très vite, il n'y avait pas que les Russes pour les surveiller. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire d'autres choses encore. Pas parce qu'elles sont aisées, mais parce qu'elles sont difficiles. Ce fut une compétition comme l'humanité n'en avait jamais connue. Qui serait le premier à conquérir les immenses étendues de l'espace? Mais ce que savaient déjà MJ-12 et l'Air Force, la NASA le découvrit par elle-même. La politique officielle de la NASA fut de ne s'engager dans aucune recherche sur les ovnis. Mais les propres notes de la NASA révèlent que pratiquement toutes les premières missions Gemini et Apollo rencontrèrent des ovnis. En 1985, la NASA fit circuler ce film d'ovnis pris par ses astronautes dans l'orbite lunaire et l'orbite terrestre. Ce film fut tourné par l'astronaute James McDivitt à bord de Gemini 4. Le jour suivant, il prit ce cliché d'un ovni cylindrique dans l'orbite de la Terre. Un jour avant l'alunissage historique du 20 juillet 1969, l'équipage d'Apollo 11 filma des disques lumineux en orbite autour de la Lune. Sur un film d'Apollo 12, l'on peut voir un objet brillant survoler à grande vitesse l'installation lunaire. Là, un disque gigantesque en forme de dôme fut filmé en orbite stationnaire au-dessus de la surface de la Lune. Ici, nous voyons deux ovnis s'étant posés sur la surface de la Lune. Si nous agrandissons l'image, nous pouvons voir les disques avec beaucoup de détails. Même si la NASA n'a jamais officiellement reconnu l'existence d'engins extraterrestres, elle possède ses propres consignes écrites, longues, au sujet d'éventuels contacts avec des formes de vie extraterrestres. Au milieu des années 70, la NASA lança la sonde Viking. Sa mission consistait à dresser une carte de la surface de Mars. Viking transmit ces images de structures inexplicables depuis la région de cette planète nommée Sidonia. La lente progression orbitale de Viking permit de photographier ces structures dans le détail, révélant plusieurs pyramides géantes et ce qui semble être un visage gravé dans la pierre. Après un examen attentif, il s'avéra que le visage mesurait plus de 2,5 km de long. La NASA fut prompte à répondre à toutes les personnes du public affirmant qu'elle venait de découvrir la preuve d'une civilisation extraterrestre. L'explication officielle de ces structures est que les images contiennent des manques et que les appareils de Viking ne purent transmettre les informations absentes. En dépit de la position officielle de la NASA, de nombreux astronautes ont mis en avant leur propre rencontre avec des ovnis. James Lovell, Dick Slayton, James McDivitt, Wally Schirra, Gordon Cooper et d'autres encore racontèrent au public leur rencontre. En 1978, Gordon Cooper rédigea une lettre à l'intention de la commission d'enquête sur les ovnis des Nations Unies, affirmant qu'il existait des véhicules extraterrestres venant nous rendre visite depuis d'autres planètes. En mars 1989, l'équipage de la navette spatiale Discovery a peut-être connu sa propre rencontre rapprochée. Un radioamateur affirme avoir capté la voix du pilote de la navette, le colonel Blaha, parlant sur une fréquence secrète de la NASA. Allô Houston, c'est Discovery. Nous avons toujours ce vaisseau extraterrestre dans nos repères. La NASA prétend que ce n'est pas la voix du colonel Blaha. Une autre mission impliquant une navette spatiale filma plusieurs disques en orbite à haute altitude, se déplaçant à une vitesse de plusieurs milliers de km/h. Peu après cela, la NASA commença à brouiller toutes les transmissions de la navette. Malgré l'évidence, la NASA maintient sa position officielle et a expliqué ces rencontres comme des débris de l'espace ou des anomalies spatiales. Le tumulte des années 60 détourna l'attention du public du phénomène ovni. Des événements comme la guerre du Vietnam et le Watergate jouèrent en la faveur du programme de désinformation du gouvernement. Au début des années 70, les ovnis n'étaient plus sujets à un intérêt national. Mais en dépit des efforts fructueux du gouvernement, le nombre des apparitions ne cessa d'augmenter. Certains experts affirment qu'il s'agit là du meilleur film d'ovnis au monde.
Il fut pris par Madeleine Rutherford à Silver Springs, dans le Maryland. Monsieur Rutherford prit ce film après le coucher du soleil, alors que le disque stationnait au-dessus de sa cour. Des scientifiques examinèrent le film et conclurent que l'engin semblait manœuvrer à l'intérieur d'un champ gravitationnel qui lui était propre. Lors d'une promenade matinale en 1971, un couple d'Australiens photographièrent ce disque argenté en vol. En 1977, un boy scout de l'Indiana prit ce cliché d'un engin métallique alors qu'il décrivait un cercle autour de sa maison. En 1978, une ménagère espagnole terrifiée prit une photo de ces ovnis tandis qu'elle contemplait le soleil couchant. Ce film fut réalisé par une équipe de la télévision australienne le 31 décembre 1978. Cet engin en forme de coupole lumineuse semble posséder une jante autour du centre ainsi que deux grands hublots. Il manœuvrait à une vitesse si incroyable qu'il ne laissa sa trace que sur une seule des images du film. Aucun avion connu ne saurait se déplacer à de telles vitesses. En 1978, les Nations Unies firent circuler des statistiques révélant que depuis 1947, 63 144 apparitions d'ovnis avaient été signalées. Cela fait approximativement une toutes les 4 heures. Même le président Jimmy Carter eut sa propre rencontre extraterrestre. Alors qu'il était gouverneur de la Géorgie, il remplit ses 7 pages de rapport OVNI où il affirme avoir observé un objet brillant en vol stationnaire durant une douzaine de minutes dans le ciel de la Géorgie. Le rapport fut personnellement signé par Carter lui-même. Filmant à bord d'un avion commercial de la British Airways, l'équipage put capturer sur pellicule cet ovni lumineux manœuvrant aux côtés du Concorde. Cet engin en forme de dôme fut filmé par une équipe de télévision néo-zélandaise le 2 janvier 1979. Nous pouvons clairement voir l'engin d'en haut. Le disque semble tournoyer tout en émettant une brillance bleue. Un engin identique fut photographié en 1952 par un journaliste brésilien de Rio de Janeiro. Là, nous voyons ce dôme visible sous 2 angles différents et le côté est ceint de grands hublots. Cette apparition fut filmée depuis le parking du Rio Casino Hotel à Las Vegas, Nevada. Lorsqu'on analyse les images, on peut voir que c'est un engin en forme de disque avec un dôme à son sommet, ainsi qu'une série de hublots faisant le tour de l'engin. En 1991, cette pellicule fit les gros titres du monde entier. Ces 2 disques furent pris en vidéo dans un quartier de banlieue juste à la sortie d'Ottawa dans le Canada. Les 2 ovnis atterrirent comme s'il s'agissait d'un spectacle préparé à l'avance. Cette image devint connue sous le nom d'observation du gardien. En 1991, des témoins oculaires hurlaient tandis qu'un photographe prenait cette image au large de Manhattan Island alors qu'un disque sortait du fleuve et s'envolait. Cet engin fut photographié émergeant de l'eau en Australie alors qu'il s'arrimait à un engin sombre et plus petit. Cet ovni fut observé à Denver, dans le Colorado. Des témoins le contemplèrent depuis l'arrière-cour d'un voisin. Au milieu des années 90, des témoins oculaires effrayés filmèrent ces engins alors qu'ils stationnaient en silence dans le ciel nocturne. Au cours des mois qui suivirent, des engins similaires furent pris en vidéo dans 3 continents différents. Il est rare que des apparitions de ce genre obtiennent beaucoup d'attention nationale, mais le discours du président Ronald Reagan aux étudiants de Falstone High School devait bientôt changer tout cela. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations Unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Suite au discours du président Reagan, le public se remit à poser des questions. La période de la guerre froide a créé une industrie de la défense exclusivement basée sur la haute technologie. Tandis que les bombardiers furtifs quittaient les chaînes de montage, des rumeurs surgirent d'après lesquelles les militaires faisaient des vols d'essai avec un engin extraterrestre récupéré dans une base secrète du gouvernement connue sous le nom de Zone 51. Si les militaires comptaient tester des engins volants extraterrestres, la Zone 51 était l'endroit idéal pour le faire. Située à environ 200 km à l'extérieur de Las Vegas,
C'est l'un des endroits les moins peuplés des États-Unis. La zone 51 est entourée par des zones d'essais militaires et cachée à la vue du public par le Groom Mountain Ranch. Cette photo d'un satellite russe montre la base telle qu'elle existait dans les années 60. Depuis lors, des images satellites ont révélé qu'elle s'était considérablement développée. Il n'existe qu'une poignée de photographies de la base et jusqu'à récemment, le gouvernement niait officiellement son existence. Ces images de la base, rares et inédites, furent prises par des photographes amateurs qui risquaient la prison pour s'être introduits, même accidentellement, sur un terrain gouvernemental. Mais au milieu des années 80, le gouvernement réquisitionna les terrains publics adjacents, soustrayant la base à tout regard curieux. Des équipements de détection sophistiqués surveillent le terrain public BLM qui entoure la base, et des patrouilles de sécurité privées tournent à la recherche de tout observateur non désiré. Ces hélicoptères noirs dénués de marques sont utilisés pour effrayer les mordus d'OVNI espérant réaliser une photo. Mais ce sont des photographies comme celle-ci, prises au-dessus de Groom Mountain Ranch, qui semblent confirmer les rumeurs. Il existe très peu d'images des prétendus vols d'essai. Cette vidéocassette amateur montre ce que des témoins oculaires virent stationner au-dessus de la base durant plusieurs minutes avant d'atterrir. On dit que la zone 51 est la plus célèbre base militaire secrète des États-Unis. Les rumeurs continuèrent et en 1966, l'État du Nevada renomma l'autoroute qui se trouve parallèle à la base. Lors d'une importante cérémonie d'inauguration ouverte à la presse, des milliers de personnes virent le gouverneur du Nevada dévoiler des panneaux routiers proclamant que l'autoroute 375 était l'autoroute extraterrestre. Aujourd'hui, Bob Lazar, physicien nucléaire et ancien employé du gouvernement, brise le silence. Dans cet extraordinaire entretien, il parle de son travail confidentiel à l'établissement militaire et top secret de recherche sur les soucoupes volantes, connu sous le nom de S4. Bob Lazar est un physicien nucléaire spécialisé dans les systèmes de propulsion de pointe. En 1989, les militaires l'engagèrent pour reproduire le système de propulsion d'un engin extraterrestre. Lazar travaillait dans ce qui est sans doute le plus top secret des centres de recherche du monde entier, le S4. Il n'y a absolument aucun engin extraterrestre, aucune technologie extraterrestre, rien de tout cela dans la zone 51. C'est pourquoi S4 fut construit à part pour bien marquer la séparation. Les gens de la zone 51 n'y ont pas accès. D'après Lazar, les militaires n'ont pas testé d'engins extraterrestres en vol dans la zone 51. Il semblerait plutôt que les disques que beaucoup photographièrent ou filmèrent soient en fait sortis de S4, quelques kilomètres plus loin. L'établissement S4 est une zone juste au large de Papoose Lake Bed, qui est le lit d'un lac asséché. Il se compose de 9 hangars. Ces hangars possèdent des portes inclinées, recouvertes d'une peinture rugueuse couleur sable. À l'époque où je travaillais là-bas, il y avait à l'aéroport international McCarran de Las Vegas un bâtiment réservé aux projets spéciaux de la société EG&G. Lorsqu'on me disait d'aller travailler, je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake, puis débarquais et attendais un bus. Et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas, ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vu, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'OVNI. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillions depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Et il ne m'est pas arrivé de penser, bien qu'étant en train de regarder un objet extraterrestre, que ça n'avait pas été fabriqué par l'homme. Là-bas, je donnais des surnoms à tout. Le modèle sur lequel je travaillais était d'apparence assez lisse et je l'avais surnommé le modèle de sport. Il y avait celui qui ressemblait à un moule à geler, celui qui ressemblait à un chapeau haute forme. Il y avait aussi un disque qui était replié sur le côté et il y avait un grand trou provoqué par un projectile, avec le métal plié vers l'extérieur. Je ne peux que supposer qu'il faisait des expériences
expérience pour voir si des projectiles pouvaient le pénétrer. Des engins extraterrestres comme celui que Bob Lazar étudia ont déjà été observés un peu partout dans le monde. Mais avant que Lazar n'entre dans le disque, il pensait qu'il s'agissait d'une élaboration humaine. Je crois que j'ai dû comprendre lorsque je suis entré dedans, que j'ai regardé autour de moi, et que j'ai commencé à saisir comment fonctionnait l'engin. Et que pour finir, j'ai eu une idée d'ensemble du projet. J'ai compris aussi ce que nous faisions. Nous ne fabriquions pas cet engin. Nous tentions de comprendre comment il était fait. Nous tentions de le reproduire. La première fois que je suis allé voir à l'intérieur de l'engin, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai éprouvé un sentiment de crainte. Vous marchez là-dedans et vous vous sentez comme si vous n'aviez pas à être là. Je sais que ça a l'air un peu bateau, mais c'est vraiment un sentiment de crainte. Ce n'est pas une sensation excitante. Ça soulève tout un tas de questions dans votre esprit. Je n'ai assisté officiellement qu'une seule fois, à peu de distance, à un vol d'essai. J'étais justement à l'intérieur du hangar. L'engin quitta le sol pratiquement sans aucun bruit, à l'exception d'une petite effluve électrique au bas de l'engin, indiquant la présence de haute tension. Cela se dissipa à une hauteur d'environ 9 mètres. Et c'est resté là complètement silencieux, et ça se déplaçait à gauche, à droite, et revenait à terre. Voilà quel était le test. C'était vraiment un exploit scientifique que de faire s'élever quelque chose en silence, de l'avoir sous contrôle, et de réaliser des manœuvres comme ça. Au fin fond du bâtiment secret d'essai, Lazar apprit comment fonctionnaient ces engins par l'étude de leur système de propulsion. J'ai dû me mettre la tête en bas afin de pouvoir voir le niveau inférieur où se trouvaient 3 grands amplificateurs de gravité. Ces appareils avaient l'air de faire environ 60 cm de diamètre, avec un tuyau d'environ 1,20 m, relié par un tuyau plus petit au niveau supérieur. Ils pouvaient être indépendamment positionnés, et c'est cela qui émettait les ondes gravitationnelles propulsant l'engin. Ils employaient un générateur de gravité pour que l'engin quitte le sol. Et d'une manière opposée à celle que nous utilisons pour un avion. Une fois que c'est dans l'air, nous considérons qu'une poussée ou une autre force venant de l'arrière va le précipiter vers l'avant. Les engins fonctionnaient d'une manière totalement contraire à ce principe. Ce qu'ils faisaient, une fois en stationnement dans les airs, c'est suspendre la gravité, les 2 générateurs de gravité qui restaient juste en face, créant une distorsion, généralement une pente, et l'engin descendait la pente durant une éternité. Comme on le voit ici, ces engins ne volent pas toujours de façon similaire. Ils ont été vus et photographiés alors qu'ils volaient dans des positions radicalement différentes. Lazar nous explique pourquoi. Il y a ce qu'ils appellent la configuration Omicron, où l'engin n'utilise qu'un seul générateur, et ce qu'ils nomment configuration Delta, où il emploie les 3. La configuration Delta servirait pour le voyage spatial. En général, l'engin était censé se pencher sur l'un de ses côtés, faire converger les 3 générateurs de gravité sur un point unique, et se mouvoir dans l'espace de cette manière. Ça crée toujours une petite distorsion. C'est pourquoi ils ont l'air d'avoir un comportement loufoque lorsqu'ils volent ça et là à faible allure. La gravité peut varier peu ou prou et vous aurez d'étranges mouvements de l'engin. Et ainsi, le mode faible vitesse est en grande partie assez instable. Lazar fut également capable d'éclaircir l'un des phénomènes qui très souvent accompagnent de nombreuses apparitions. Et si vous alliez voir l'un de ces engins manœuvrant la nuit, cela vous semblerait vraiment comme étant une boule brillante, ou alors juste comme une vive lumière dans le ciel située à une certaine distance. Même de près, vous verriez un halo brillant autour de lui. Nous parlons d'une puissante source d'énergie, se déplaçant dans ce qui est principalement une atmosphère gazeuse, oxygène et nitrogène. Et lorsque vous appliquez assez d'énergie à des molécules de gaz, elles émettent des photons, de la lumière. Alors, vu de l'extérieur, je sais bien qu'on peut se demander, mais comment ont-ils pu garder secret quelque chose de cette nature? C'est un crime contre la science, c'est un crime contre le peuple. Mais vous savez, vos idées changent dès que vous êtes dans le coup. Avant d'être à S4, j'étais plus ou moins l'un de ces types qui pensent que toutes ces histoires de conspiration gouvernementale
de maniaques d'OVNI et autres relevaient de la pure aliénation. Manifestement, les engins extraterrestres existent. Il a bien fallu que quelqu'un les construise, et donc il doit bien y avoir des extraterrestres. Et s'il y en a et que les engins sont là, il doit bien y avoir une sorte d'usine, et toute une civilisation quelque part. Et si en effet cela est vrai, et apparemment c'est le cas, il doit y en avoir plusieurs. L'un des aspects les moins connus du phénomène OVNI est peut-être le plus frappant. Grâce à la sophistication de l'actuelle technologie informatique et à ses effets spéciaux, il est possible de truquer une photo ou de modifier un enregistrement vidéo. Mais cette technologie moderne n'a pas toujours existé. Nous avons découvert de nouvelles preuves renversantes, laissant à penser que l'humanité est visitée depuis le début de l'histoire connue. Voici la plus vieille image connue d'une apparition d'OVNI. En est-ce bien une? Les plus vieilles apparitions consignées se produisirent au Pakistan il y a plus de 7000 ans. Sur cette spectaculaire peinture rupestre datant de l'âge de pierre, nous pouvons clairement voir un être d'apparence humaine porter ce qui ressemble à un casque complet. Il y a même l'antenne. À l'arrière-plan, nous pouvons voir un engin ayant la forme d'une soucoupe volante classique. Les archéologues découvrirent cette peinture rupestre, vieille de 15 000 ans, dans le sud de la France, montrant cet engin en forme de disque survolant des lieux de chasse rituelle. Il y avait tellement de représentations d'engins en forme de soucoupe que l'équipe d'archéologues créa un catalogue exhibant les diverses formes et diverses tailles. Sur une peinture rupestre japonaise, nous pouvons voir un engin grand et lumineux survoler une foule qui l'observe depuis le sol. Au cours du Moyen-Âge, nous trouvons également des traces de vaisseaux volants semblables. Dans certains cas, ils ressemblent aux soucoupes photographiées au XXe siècle. Cette fresque d'un monastère yougoslave montre un engin habité survolant des gens se trouvant au sol. Cette peinture fut retrouvée dans l'une des plus vieilles églises de Russie. Elle montre deux disques volants avec deux visages observant la crucifixion. Nous avons également des choses sur la plus vieille civilisation humaine. Les Sumériens demeurèrent un mystère, si ce n'est que les vestiges de leur culture antique continuent à émerger de nos jours et que ce qui nous reste d'eux révèle des contacts avec des extraterrestres. Un crop circle récemment découvert en Angleterre représente deux mondes en contact au-dessus du symbole sumérien, qu'on pourrait traduire par les nobles et leurs navires stellaires volants. Comme on le voit sur ces images, la plupart de ces crop circles coïncident avec des apparitions d'OVNI. En 1975, la première affaire de contact avec documents à l'appui eut lieu en Suisse. Un fermier nommé Billy Meyer fit les gros titres de la presse internationale en prenant des centaines de clichés et en filmant 20 minutes de ce que certains considérèrent comme le meilleur film d'OVNI au monde. Edward Billy Meyer est le témoin oculaire de l'une des affaires OVNI les plus célèbres et les plus controversées de l'histoire. Il captiva l'attention du monde entier en racontant au public ses rencontres extraterrestres. En dépit de la clarté de ses photos et de ses films, il demeure controversé du fait qu'il prétend être rentré en contact avec les visiteurs extraterrestres. Le 28 janvier 1975, il eut sa première apparition dans la campagne suisse de Hinwell. D'après Billy, il entendit un vrombissement dans le ciel. Il leva la tête et vit un engin en forme de disque argenté qui descendait dans sa direction. Il put prendre quelques clichés avec son appareil. Un mois plus tard, le 8 mars 1975, Billy photographia ce vaisseau se déplaçant le long des arbres. C'est l'une des premières photos d'OVNI qui ait été analysée par agrandissement optique informatique. Un laboratoire indépendant confirma que les clichés n'avaient pas été truqués et devaient être tenus pour authentiques. Le 29 mars 1976 avait lieu l'apparition d'un nouveau disque. Meyer devait plus tard en parler comme d'une variante dotée d'une sorte de proue. Peu après, Billy put recueillir au cours de l'une de ses rencontres des échantillons de métal. Ces photos d'échantillons métalliques prises à l'aide d'un microscope électronique faisaient partie d'un ensemble de tests réalisés aux États-Unis. Deux laboratoires confirmèrent indépendamment que la combinaison des métaux avait été réalisée de manière très complexe, par fusion froide, et que cela ne pouvait avoir été fait ici sur Terre. Peu après le début des rencontres de Billy, ce dernier s'équipa de sa caméra 8 mm et filma plusieurs scènes étonnantes d'un engin en vol stationnaire.
Peut-être que l'élément le plus frappant de l'affaire Meyer est cet extrait de film où l'on voit un disque métallique stationné au-dessus d'une route en contrebas. Sur cette séquence prise à la lumière du jour, nous pouvons clairement observer le gracieux déplacement du disque métallique, tandis que deux voitures différentes roulent juste au-dessus de lui. Cependant, malgré les efforts de Meyer et les preuves matérielles convaincantes, les sceptiques affirmèrent que photos et films étaient trop beaux pour être vrais. Le 4 avril 1978, les contacts cessèrent. Billy déclara avoir assisté à un total de 105 apparitions au cours des 3 années écoulées. Comme nous venons de le voir, il est possible pour un individu de vivre plusieurs rencontres extraterrestres. Mais lorsqu'une ville ou tout un pays voit régulièrement des engins extraterrestres, on parle alors d'observation de masse. En 1991, Mexico City et les villes environnantes connurent la plus vaste observation de masse de notre époque. Ce phénomène extraordinaire continue encore de nos jours. Sans aucun avertissement, ils apparaissent. Le 11 juillet 1991, la ville la plus peuplée du monde fut prise au dépourvu. C'était le jour d'une éclipse solaire et de très nombreuses caméras filmaient le ciel. Soudain, sorti de nulle part, un engin en forme de disque apparut et stationna au-dessus de la ville durant presque 1 heure. Son apparition marqua le début de la plus spectaculaire observation de masse que l'on connaisse. Guillermo Arriguin de Mexico City fut le premier à présenter son film. Sur l'agrandissement des images de ce film, on voit clairement le mouvement de rotation du disque métallique. Au même moment, quelques 130 km plus loin, à Puebla, un caméraman tourna ce film d'un engin presque identique. Un agrandissement par écran divisé révèle les étonnantes similitudes des deux engins. Un autre témoin filma cet ovni pendant l'observation de masse. L'agrandissement par ordinateur révèle d'autres détails de l'appareil. Ce film fut réalisé en vidéo dans le secteur nord-est de Mexico City. L'agrandissement révèle une sorte de bouclier animé de pulsations dans la partie inférieure de l'engin. Miguel Torres filma ce disque tandis qu'il se déplaçait au-dessus du centre de la ville. Sur l'agrandissement, on peut clairement voir une effluve électrique ou un jet de lumière colorée au bas de l'appareil. Sur les 2000 heures de vidéos tournées, seuls ces 6-là furent choisis pour analyse comparative. Toutes montrèrent le même disque métallique photographié en divers endroits de la ville. David Froning, expert en propulsion par champ d'énergie, fut amené à analyser ce film. On peut relever le fait qu'il s'agit probablement d'une structure proche du métal, car on peut voir des reflets sur les bords. Le phénomène que vous observez ici semble indiquer un véritable système de propulsion par champ d'énergie. Je dois ajouter que nous ne savons pas à l'heure actuelle comment mettre au point un véritable système de propulsion par champ d'énergie. Sans ce détail, ce serait beaucoup moins spectaculaire. Les jours qui suivirent cette éclipse, les apparitions se multiplièrent. Cet objet lumineux fut filmé alors qu'il traversait le ciel au-dessus de la ville. Des agrandissements montrèrent l'engin alors qu'il file à grande vitesse. Cet ovni fut filmé depuis le balcon d'un appartement de la ville. Le photographe le filma alors qu'il manœuvrait autour d'un bâtiment industriel avant de disparaître hors de vue. Alors qu'elle filmait cette publicité pour une voiture, cette équipe de télévision fut surprise d'enregistrer sur la pellicule un engin lumineux passant à toute allure dans le ciel. Cette rare formation d'ovni fut filmée au-dessus d'Atlisco. De semblables formations d'engins furent filmées en Floride et en Belgique. Des comparaisons par écran divisé révèlent les ressemblances. Le public réclama des explications officielles, ce qui contraignit le gouvernement à se prononcer sur les observations de masse. Lors de l'unique conférence de presse tenue sur le sujet, le maire d'Atlisco demanda à ses concitoyens de garder le calme du fait qu'on n'avait pas signalé de blessures ou de dégâts engendrés par un engin extraterrestre. Lors de l'un des instants les plus spectaculaires, ce vidéo-amateur réussit à filmer un disque métallique traversant les nuages, puis s'arrêtant dans l'espace avant de rebrousser chemin. Aucun avion conventionnel ne peut voler de la sorte. Les ovnis furent même présents lors de la célébration du jour de l'indépendance. Une parade militaire et un grand ballet aérien commémoraient l'occasion. Alors que les jets passaient en l'air, un disque métallique apparut brusquement. Lorsque les jets tentèrent d'intercepter l'engin, celui-ci accéléra, les abandonnant dans son sillage. Au cours de l'heure qui vient de s'écouler, nous vous avons montré des photographies, des extraits de films, des enregistrements vidéo, des dossiers officiels, des témoignages d'experts portant sur l'un des plus grands mystères de notre époque. Les preuves sont accablantes.
Des œuvres de l'Antiquité aux observations d'aujourd'hui, l'évidence s'affiche. Mais maintenant, vous êtes les seuls à pouvoir trancher la question. Sommes-nous vraiment seuls ?